Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission spéciale décryptage de l'actualité politique ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Pierre Dagbo Godé, ex-vice-président du Front populaire ivoirien FPI. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, parce que vous êtes enseignant-chercheur, c'est ça? C'est ça. Merci d'avoir honoré l'invitation de Reflet TV. C'est moi qui vous remercie. Et avec moi en plateau, Gaël Lacroix, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et consultant sur Entre deux News avec vous, nous allons conduire cette émission sans détour. Nous allons décrypter l'actualité politique ivoirienne, les récents développements au sein du FPI, votre parti, votre saisie de la justice pour annulation du congrès du parti prévu en novembre prochain, l'unité au sein de l'opposition politique ivoirienne, et puis la question de la présidentielle 2025 ainsi que la CEI, qui seront au cœur de cette émission. Maître Dagbo Godé, vous avez récemment saisi la justice ivoirienne pour demander l'annulation de la convention, le congrès du FPI. Pourquoi cette démarche maintenant et que reprochez-vous exactement à ce congrès? Je pense que vous allez trop vite en besogne. Je n'ai jamais demandé l'annulation du congrès. L'assignation est précise. Nous avons demandé l'annulation des décisions des sessions du comité central des 30 mai et des 7 septembre. C'est tout ce que nous avons demandé. Nous n'avons pas encore demandé l'annulation du congrès. Seulement, bon, les spéculations vont tellement vite que les gens ont tiré les leçons. Mais ce n'est qu'une assignation. Et un procès en justice, c'est comme un match de football. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Donc pourquoi aller si vite en besogne? Mais cela pourrait déboucher à l'annulation du congrès du FPI. Bah, écoutez, je ne suis pas le juge, voilà, et on ne fera pas on va pas parler à la place des juges sur le plateau. Nous avons fait une assignation parce que nous sommes candidats à cette élection et nous avons estimé que nous avons un intérêt à agir. Donc nous avons assigné tout simplement le Front populaire pour pouvoir annuler ces décisions qui ont été prises dans des conditions que nous jugeons illégales, les décisions du 30 mai et du 7 septembre. On aurait pu ajouter la dernière décision mais qui vient d'être prise au dernier comité. Est-ce qu'on peut revenir sur cette décision-là? Écoutez, oui, on peut revenir sur ces décisions qui vous dérangeraient. Qui nous dérangent, on peut, si vous voulez, mais bon, je ne veux pas, je suis déjà au tribunal, donc logiquement, on ne va pas trop parler de ça. Voilà, je pourrais vous donner peut-être les raisons qui m'ont amené à saisir le tribunal, mais ce sont des défaillances internes. Alors, quelles sont ces raisons-là? Oui, ce sont des raisons internes. Le comité de contrôle ne fonctionne plus au FPI. Celui qui est censé vérifier la conformité des décisions au texte du parti. Voilà, donc j'ai à plusieurs fois interpellé le comité de contrôle et je me suis rendu compte que le comité de contrôle lui-même était sous les ordres de mon adversaire, le camarade Pascal Affi-N'Guessan. À partir de ce moment-là, si l'organe même qui est chargé de vérifier la conformité des décisions au texte du parti ne fonctionne pas, bon, la porte est ouverte à un organe supérieur pour trancher tout litige. Bien. Alors, Gaël Lacroix, selon vous, est-ce que cette démarche de Maître Dagbo Godé est-elle légitime ou est-ce que c'est une tentative de division au sein du FPI? Bon, dire qu'il s'agit d'une tentative de division, je dirais non, parce qu'au sein d'un parti politique, bon, c'est tout à fait normal que chaque personne, chaque militant ou responsable du parti ait de l'ambition. Être politique, c'est être quelqu'un qui a de l'ambition. Maintenant, ce que je voudrais retenir ici, je vois que Maître Dagbo a dit que le comité de contrôle ne fonctionne plus et qu'il serait aux ordres ou bien sous la houlette du président Affi qui lui-même sûrement agirait directement. Est-ce que au niveau du comité de contrôle, après le comité de contrôle au FPI, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de pouvoir régler les problèmes? Parce que moi, j'aurais souhaité, par exemple, peut-être essayer une négociation directe avec le président Affi. Est-ce que vous avez essayé et il a refusé ou bien comment les choses se sont passées pour qu'aujourd'hui on aille retrouver encore le FPI une deuxième fois dans une affaire de justice alors qu'on aurait bien voulu que ça se règle de façon amiable? Non, vous savez, la politique, comme dans toute association, il y a toujours, au-delà des organes de régulation qui sont mis en place, il y a toujours des sages, des comités de sages qui peuvent intervenir en cas de conflit, etc. Donc moi, personnellement, j'ai eu à discuter avec le président Affi à 2 reprises. On ne s'est pas mis d'accord. Voilà, c'est-à-dire que discuter avec le président Affi, c'est un discours méprisant et condescendant.
ce qui est inacceptable. C'est-à-dire que le dialogue est difficile. Voilà. Et puis, bon, mais toutes les personnes, il y a eu des réunions où des sages du parti l'ont interpellé sur certains propos qu'il a eus à l'égard de ses camarades. Mais quand quelqu'un se dit que lui, il représente 5 kilos d'or et que vous représentez 5 kilos de maïs, et que le maïs, 5 kilos d'or et 5 kilos de maïs, c'est le même poids, mais ce n'est pas la même valeur, vous comprenez que ça veut dire qu'il n'a pas envie de discuter. Et ça, ce sont les propos d'Afingessa, à un secrétaire exécutif du parti. Alors, certains analystes et ivoiriens même estiment que vous cherchez à s'aimer la division au sein du parti. Votre action ne risque-t-elle pas, selon vous, de fragiliser davantage le FPI à l'approche d'une élection présidentielle qui arrive à grands pas? Écoutez, ou bien le FPI est une institution forte, ou elle est une institution faible. Parce que je ne crois pas que face à une crise comme celle-là, le parti puisse être fragilisé. Au contraire, si le parti est fragilisé, c'est parce que le leadership du parti lui-même est faible et incompétent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons posé notre candidature, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons gérer le FPI autrement. Et qu'est-ce que vous comptez apporter autrement au FPI? Mais apporter autrement au FPI, d'abord, il faut d'abord, que le FPI ait un siège. Le FPI n'a pas de siège? N'a pas de siège. Mais il y a un siège au ballon. Là. Non, c'est la fondation Memel Fautet. C'est un don du Parti socialiste français. En 10 ans, avant la crise post-électorale, le FPI n'avait pas de siège. 10 ans après la crise post-électorale, le FPI n'a toujours pas de siège. Nous sommes dans un siège provisoire. Voilà, qui est la fondation Memel Fautet Jean Jaurès. Ça, c'est un. 2, il faut sortir de l'esprit de candidat naturel. Le candidat naturel, c'est la tradition. Nous sommes dans la modernité. Donc, il faut donner une impulsion nouvelle. Et puis, il faut créer un esprit de renouvellement dans les institutions politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons une vision claire, vous comprenez? Et c'est ce qu'il ne fait pas. Vous regardez toute l'année 2023, Pascal Afinga, président du FPI, il a discuté avec les couches socio-professionnelles en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais discuté avec le patronat, il n'a jamais discuté avec les syndicats, il n'a jamais discuté avec la société civile. Alors, quand vous regardez tout ça, nous sommes dans une sorte d'immobilisme. Et nous voulons donner une dynamique au FPI. Et c'est ça l'objet de notre candidature. Mais une candidature qui est là pour apporter un plus au FPI, pas pour fragiliser le parti. Mais les gens, ceux qui parlent de fragiliser le parti, ceux qui parlent de division du parti, bon, c'est un manque de connaissance de la chose politique. En politique, tous les actes que l'on pose visent à renforcer le parti politique, jamais pour la diviser. Bien. Mais tout est une question de vision. Gaël Lacpa, comment le camp AFI réagit-il face à cette saisie de la justice ivoirienne? Est-ce perçu comme un coup politique pour affaiblir la légitimité de Pascal Afingessa à la tête du parti? Bon, je n'ai pas vu de sortie officielle du FPI, je vais dire courant ou bien branche Afingessa, mais dans les spéculations, c'est clair que certains accusent Maître Dagbo d'être un sémeur de troubles, de quelqu'un qui veut diviser le FPI, c'est le discours qui revient. Mais je pense qu'il a répondu à cette question. Voilà. Sinon, pour l'instant, au niveau du FPI, je n'ai pas vu de déclaration officielle. Mais l'assignation, c'est lundi seulement que l'assignation a été faite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à mercredi. Il faut attendre un peu, parce que sûrement, ils vont s'organiser pour sortir ou bien parler officiellement. Allez-y, professeur, vous voulez réagir là-dessus? Oui, je voulais réagir ce que je vais dire. Et votre question est tellement importante, votre question précédente. Moi, je veux faire du FPI une institution. Imaginez-vous, une institution comme le FPI. On vous fait une assignation et le même jour de l'assignation se trouve sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus d'institution. Voilà. Vous dites que la fuite vient de... Directement, Nana Ekanza, le principal cyberactiviste de Afingessa, balance directement l'assignation sur les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas de ce FPI qui règle ses problèmes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une régression de notre parti. En son temps, lorsque la ministre de la Famille avait sollicité le FPI pour organiser la journée d'hommage au président de la République, la réponse de Afi Ingeta, c'est également fait sur les réseaux sociaux. Mais c'est un ancien Premier ministre. Lui répond à un ministre par réseaux sociaux. Il y a problème. Et c'est de ça que nous parlons. Nous voulons moderniser le parti. Nous voulons faire du parti un parti d'hommes et de femmes responsables, capables de comprendre les grands défis qui se posent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et les grands défis qui se posent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix, c'est le développement économique et social.
Bien. Compte tenu de votre passé avec le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, notamment lors de vos collaborations, qu'est-ce qui vous a poussé à vous opposer à lui de manière aussi frontale aujourd'hui? L'incohérence. Quelle incohérence? L'incohérence. Je vais vous donner 4 points. Allez-y. Déjà, le président Affi a envoyé le FPI dans une alliance qu'il a appelée l'Alliance des forces démocratiques. Il n'en a jamais fait le bilan. Après l'Alliance des forces démocratiques, il a envoyé le FPI dans une alliance qu'il appelle le CNT, Conseil national de transition. Tout le monde a vu ce que ça donnait. Il n'a jamais fait le bilan. Ensuite, il nous envoie dans un partenariat avec le RHDP. On lui demande de faire le bilan, il le refuse. Aujourd'hui, il veut envoyer le FPI au PPACI. Mais enfin, quel est ce parti politique qui passe d'alliance en alliance sans jamais expliquer, sans jamais justifier? Nous ne sommes pas des aventuriers. Mais si vous permettez, au niveau du RHDP, là, il a fait le point. Non, je vous le dis qu'il il a fait le bilan. Non, il n'a jamais fait. Je vous dis qu'il n'a jamais eu de bilan. Il n'a jamais eu de bilan. Et c'est là le point d'achoppement. Parce que quand nous, au niveau de la direction du parti, quand on lui demande, mais faisons le bilan, le RHDP demande que le bilan soit fait. Parce que ce que les gens oublient, le RHDP n'était pas demandeur du partenariat. C'était le FPI alors? Le FPI qui était demandeur du partenariat. Quand on finit les élections, après le 3 septembre 2023, mais il faut bien qu'on fasse le bilan. Mais qu'est-ce qu'Affi propose à lieu place du bilan? Le RAD dit non, il veut faire une conférence nationale, c'est-à-dire il veut faire un séminaire. Le gars dit mais non, nous on a signé à 2. Si on fait le bilan à 2, on capitalise ce qui a marché et on améliore ce qui n'a pas marché. Affi, lui, il répond carrément non, moi je ne veux pas de ce type de bilan, je veux un séminaire national où on va inviter la société civile, on va inviter les partis politiques. Les gars disent non. Et ça ne marche pas comme ça. C'est ça le problème de la cohérence. Vous comprenez, on ne peut pas signer un contrat à 2 et au moment où on doit faire l'évaluation du contrat, tu dis non, il faut que toute la cour familiale soit là. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ce que nous reprochons à Affi, son incohérence politique, sa capacité de passer d'alliance en alliance. Cela ressemble vraiment à de l'aventure. Le FPI ne mérite pas cela. À vous entendre, vous vous opposez catégoriquement à une probable alliance ou coalition avec le PPACI? Non, c'est la méthode. C'est la méthode. C'est la méthode qu'on utilise. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aller négocier avec des gens à l'insu de vos camarades de parti et puis venir leur imposer les décisions que vous avez prises. Au FPI, les décisions se prennent par délibération, article 7 de nos statuts. Donc, si le président du parti veut aller à une nouvelle alliance, mais qu'on en débatte. Oh là, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un gourou. Voilà, une fois qu'il a décidé, bon, tout le monde doit appliquer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Gaël Lacon dira que le problème du FPI, c'est 4 points, AFD, CNT, RHDP, PPACI. Comment réagissez-vous? Bien, c'est sur ça que je voulais revenir. Au niveau il y a eu l'Alliance des forces démocratiques, c'était une plateforme. Il y a eu, là où on parle de CNT, c'était la CDRP d'avoir le président Bédier. Et il y a eu l'alliance maintenant, le FPI, et puis c'est devenu, ça a découlé sur le CNT. Et puis il y a finalement l'alliance avec le RHDP. On le sait, officiellement, certaines voix, comme moi-même j'avais dit dans le temps, le partenariat, je ne pensais pas que c'était une bonne aventure avec le RHDP, vu que le FPI sortait fraîchement comment on appelle, de son alliance avec la CDRP, donc, dont le CNT. Mais ce que je veux reprocher un peu à Maître, c'est qu'au moment de l'AFD, il y était. Est-ce qu'il y a eu un bilan clair? Je doute. Il n'a rien dit. On est venu à l'Alliance jusqu'à ce qu'on ait le CNT. Échec. Il n'y a pas encore eu de bilan. Il n'a rien dit. Cette fois-ci, avec le RHDP, moi, j'ai cru entendre, le public a pu entendre que le président Affi dit que l'Alliance n'a pas porté les fruits auxquels il s'attendait. Donc, il faut mettre fin. Pour nous, c'est un bilan. Peut-être que lui, en tant que haut responsable, en tant qu'ex-vice-président du FPI, il y a quelque chose qui détermine qu'il y a eu bilan ou pas. La question que je veux poser, pourquoi après tout ce parcours-là, c'est maintenant que Maître Dagbo semble prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Voilà, vous voyez, la question est très mal posée. Très, très mal posée parce que vous faites de la politique fiction. Peut-être qu'elle ne vous arrange pas la question. Non. Moi, je suis quelqu'un de très cash. Ils me connaissent au FPI, je ne cache jamais mes choses, je ne parle jamais. J'ai été le premier à dire
à AFI. Mais comment se fait-il que Gbagbo a créé la LMP avant la crise post-électorale? Tu es le président du parti. Quel dialogue tu as avec le président de la République? Il n'a jamais répondu. La question du siège du FPI dont je parle, je l'ai posée en son temps. Moi, je leur ai toujours posé les questions. En interne? En interne, toujours. Mais ils ont cette habitude de toujours botter en touche. Et c'est cela le problème aujourd'hui. Comme le dit la chanson, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le dernier Gaou qui est Nyata. Ce que nous avons vécu avant la crise post-électorale, nous ne pouvons plus accepter de vivre ça après la crise post-électorale. Et c'est dans cette configuration que se trouve le président AFI. Quand il a créé l'alliance, quand il nous a mis dans l'alliance LFD, on lui a posé des questions. Quels sont les objectifs de cette alliance? Qu'est-ce que nous faisons dans cette alliance? Et c'est pourquoi? Il a toujours répondu de la même manière. C'est pour éviter l'isolement. Mais quel isolement avons-nous? Nous sortons de la crise post-électorale, il était bon comme ça, on se retrouve avec d'autres partis. Mais quel est le bilan? On n'a jamais vu l'alliance des forces démocratiques. Nous sortons de là, tu nous amènes dans une sorte de coalition qui va déboucher sur le CNT. Mais le CNT, beaucoup de parmi nous n'étaient pas d'accord. On a eu à en discuter parce que n'oubliez pas qu'avant le CNT, la candidature d'AFI avait été validée en 2020. Il était candidat et c'était une décision des organes du parti. On n'a pas voulu aller aux élections, nous amener dans l'alliance. Mais quand on sort du CNT, avec tout ce que vous savez, comment les choses se sont passées, il nous amène à l'alliance avec le RHDP. Ça a été un débat qui a duré plus d'un trimestre. Voilà. Et on dit, OK, puisqu'il revient là-dessus, OK, quand cela ne tient, une hirondelle seule ne fait pas le printemps. Moi, je suis politologue de formation, j'ai 30 ans d'enseignement de la science politique et je suis avocat. Je leur ai fait comprendre que dans une alliance, le plus fort bouffe le plus faible. C'est ça le jeu politique. Est-ce que vous êtes suffisamment prêts à aller à une alliance avec le RHDP? AFI a dit oui, que nous sommes prêts. Nous maîtrisons nos électeurs, nous maîtrisons le terrain. Nous pensons que nous apporterons un plus au RHDP dans cette alliance. La preuve, dès qu'on sort de la signature du partenariat avec le RHDP, AFI représente le chef de l'État, son excellent Alassane Ouattara, au Ghana aux excepts de Jerry Rawlings. Donc, c'est déjà un gain du partenariat. Parce qu'il gagne en autorité, il gagne en considération. Mais après, nous allons aux élections. Le FPI s'en sort avec 137 conseillers municipaux, 57 conseillers généraux, 5 vice-présidents, 3 vice-présidents des régions et 15 adjoints au maire, dont moi-même 3e adjoint au maire de Yopougon, Diabaté, 8e adjoint au maire d'Abobo, etc. Mais ce n'est pas négligeable. On sort des élections, on s'attendait à une réunion bilan des élections pour que déjà même on félicite les élus que nous avons pu avoir pendant ces élections. Ce qu'il n'a jamais fait. Parce que lui, il a perdu dans le Moronou. Et parce qu'il a perdu dans le Moronou, il dit non, que l'alliance n'est pas, qu'il a été trahi par les RHDP. Donc nous, on lui pose la question. Est-ce que si tu avais gagné dans le Moronou, tu aurais eu la même réaction? Il n'a jamais répondu. Et après, vous avez vu comment l'actualité s'est développée. On ne savait même pas qu'il avait bénéficié d'un soutien financier dans sa campagne. Et ça a été dévoilé à la télévision publique. Mais il n'a jamais réuni le comité exécutif, le secrétaire exécutif du parti, aucun organe du parti pour s'expliquer sur les 100 millions. Il a fait faire des déclarations d'après son directeur de campagne, etc. Mais je pense que quand on est dans un parti responsable, vous avez bénéficié d'un soutien financier de quelque nature que ce soit, la première des choses, c'est d'informer les organes du parti, ce qui n'a jamais été fait. Et quand vous lisez le bilan moral et financier qu'il présente lui-même pour le Congrès, c'est pour cela que j'ai saisi la justice. Mais il n'y a aucune pièce sur le bilan comptable, il n'y a aucune pièce comptable. Il dit par exemple que le FPI a reçu en don 1 milliard. Mais on lui demande, mais qui a donné l'argent? Il dit non, il ne peut pas donner les noms. Mais dans ce cas-là, si vous ne donnez pas les noms, vous voulez qu'on fasse quoi? On va faire de la spéculation. Moi, je suis pour la transparence et pour le langage de vérité. Pour répondre à votre question, je ne suis pas le président du FPI. C'est AFI qui était le président, il avait la responsabilité d'être cohérent avec ses amis. Il est passé de l'AFD, il n'a jamais fait le bilan, il a été interpellé là-dessus. Il est venu au CNT, il n'a pas fait le bilan, il a été interpellé là-dessus, il n'a jamais voulu faire le bilan.
il est allé au RHDP, on lui demande de faire le bilan. Il parle d'autre chose, parce qu'il ne veut pas faire le bilan, qu'il parle d'un séminaire bilan. Et puis aujourd'hui, il veut rejoindre le PPACI. Bon, nous, on ne peut pas l'empêcher de rejoindre le PPACI, mais nous lui disons qu'un parti politique, c'est une organisation. Vous voulez prendre une décision, on se réunit, on décide ensemble. Et l'article 7 du FPI dit que toutes les décisions des organes du parti se prennent par délibération. Or, AFI, depuis 10 ans, n'a jamais soumis une décision aux délibérations. Et moi, en tant qu'ex-vice-président chargé des affaires juridiques, judiciaires et institutionnelles du FPI, je l'ai plusieurs fois interpellé. Je n'ai jamais eu de réponse. Voilà pourquoi, à un certain moment, quand tu finis de donner des conseils à quelqu'un et qu'il n'écoute pas, mais prends tes responsabilités, voilà pourquoi je vais devenir le président du FPI, pour donner une dimension institutionnelle au FPI, une dimension formelle, une dimension dans laquelle on respectera les textes du parti. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec le président Affi N'Guessan? Mais non, mais Affi, c'est fini, Affi. 23 ans après, il n'a plus rien à apporter. Il ne peut que donner des conseils. On le mettra au comité politique permanent du FPI qui réunit les comités des sages. C'est un peu fort. Non, mais c'est une réalité. Après 23 ans, qu'est-ce qu'il peut apporter? Il a encore la force. Oui, quelle force? Après 23 ans? Vous pensez qu'après 23 ans, il peut encore diriger un parti politique? Mais si vous le pensez, moi, je pense que vous manquez d'ambition. Alors, certaines figures du FPI appellent à l'unité et au rassemblement. Pensez-vous qu'une réconciliation est encore possible avec votre président, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan? Écoutez, on ne peut pas faire la politique et refuser toute tentative de réconciliation. Mais tout dépend de la manière dont les cartes seront jouées. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas encore, malgré les pions que nous poussons, il y a eu des militants du FPI qui sont intervenus des deux côtés, mais jusqu'à présent, nous regardons. Si nous sommes arrivés à la justice, c'est parce que le système interne de régulation de la crise ne fonctionne pas bien. Donc on attend et puis on verra. Dans tous les cas, tout se terminera par un congrès parce que je rappelle, puisque M. Lapa parlait tout à l'heure de la légitimité, Affi n'a plus de légitimité. Son mandat est fini depuis le 27 juillet 2023. Est-ce qu'il a perdu la confiance des militants? D'accord. Non, mais par sa démarche, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a perdu la confiance des militants, dont moi-même, parce que j'en suis un. Voilà. Si je suis candidat contre lui, c'est parce que je n'ai plus confiance en lui. Qui prévoit les textes? Voilà. Justement, quand mais l'esprit les textes du FPI prévoit l'alternance au pouvoir. C'est un principe. Le FPI repose sur 5 principes. Voilà. La démocratie, l'alternance au pouvoir. Et ça, c'est un principe fondamental du FPI. Alors les gens disent non, mais puisque les textes disent que le président du parti est rééligible, mais il est rééligible dans un contexte. Voilà. Quand vous êtes réélu dans un contexte démocratique, vous devez savoir qu'à un certain moment, vous devez mettre votre mandat dans un délai raisonnable. Pour être plus clair, le président Affi N'Guessan a-t-il encore le droit de se présenter en tant que candidat à la présidence du parti? Il a le droit, c'est son droit. Mais ça, c'est soumis à débat puisque nous considérons que c'est une violation des principes du parti. C'est écrit dans les statuts du parti. Le pays repose sur la démocratie et l'alternance au pouvoir. À quel moment fera-t-il l'alternance? Selon ses partisans, il compte faire l'alternance quand il sera élu président de la République. Bon, attendons de voir. Alors, est-ce que vous pensez qu'il soit encore possible de construire un front commun au sein du FPI avant 2025? Un front commun au sein du FPI. Non, nous allons au Congrès, quand nous allons élire notre nouveau président, nous allons voir le meilleur d'entre nous pour être candidat à l'élection présidentielle. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ont développé en Côte d'Ivoire une théorie qui veut que celui qui est président du parti doit être forcément le candidat de son parti. Non, il n'y a pas de candidat naturel. Le candidat du FPI sera le meilleur d'entre nous. Mais je ne crois pas que ce soit Affi. Et c'est vous le meilleur? Non. Il y a d'autres, il y a Issaka Sangaré, il y a Diabaté Bey, il y a Christine Adjobi, il y a Christine Konan, il y a suffisamment d'hommes et de femmes capables de porter les couleurs du FPI à une élection présidentielle. Mais je ne crois pas qu'Affi soit le bon cheval. Il a perdu dans le Moronou. Celui qui a perdu au régional ne peut pas gagner au national. Les élections présidentielles, ce n'est pas un jeu de tiercé où le tocard peut un jour gagner les élections. Bien. Alors, élargissons ces questions internes au FPI avec la discussion au sein de l'opposition politique ivoirienne. Maître Pierre Dagbo-Godé, pour prochaine question. Quel est, selon vous, l'état actuel de l'opposition ivoirienne dans son ensemble? Voyez-vous une unité ou bien une fragmentation au sein de cette opposition?
J'avoue que je n'ai pas de contact avec cette opposition parce que le FPI, jusqu'à preuve du contraire, est partenaire avec le RHDP. Et je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, le FPI, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un parti de l'opposition. Mais si on veut revenir un peu en arrière avant le partenariat, le FPI était dans l'opposition. Et dans cette opposition, le FPI n'avait pas de contact ni avec le PPACI, ni avec le MGC, avec quelques contacts avec le COGEP et un certain nombre de partis politiques, mais ça se limitait à cela. Il n'y avait pas de contact formel sur des projets, sur des programmes pour s'opposer réellement, comment dirais-je, au parti au pouvoir. Ce n'est qu'au moment où le débat sur le partenariat se pose aujourd'hui au sein du FPI que brusquement on a l'appel de Benoît, on va signer telle plateforme, etc. Parce que, et c'est ce que j'essaie de dire, parce que bon, on estime que maintenant, AFI estime que le moment est venu maintenant pour qu'on retourne à l'opposition. Mais si on veut retourner à l'opposition, il faut mettre la manière. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, honnêtement, vous ne pouvez pas signer un partenariat avec un adversaire et puis parce que vous avez perdu. Parce que le problème, c'est parce qu'il a perdu dans le Moronou. S'il avait gagné dans le Moronou, il aurait eu un autre comportement. Parce qu'il sait ce qu'il nous a dit sur ce partenariat. Parce que ce partenariat, il a tenu des propos, des discours, il a donné tous les avantages du partenariat. Et puis, dès qu'il perd dans le Moronou, tout ce qu'il a dit devient zéro. Alors, moi, je n'ai pas de contact à l'opposition, je la respecte. Voilà, je respecte. Mais quel est son état actuel avant la prochaine question des guerres là-bas? Ce n'est pas mon objectif. L'opposition, elle fera ce qu'elle a à faire. Elle sera unie avec l'appel de Benoît Ça, ce sera à voir. Hein. Moi, je n'en sais rien, je ne la juge pas. Voilà, je constate comme vous qu'il y a eu un appel de Benoît. Il y a eu des partis qui ont signé des plateformes. On verra ce que cela va donner. OK. Maître, tout à l'heure, vous avez dit que le président AFI avait fait, comme on appelle, on va dire une liste de tout ce qui pourrait, tout ce que le FPI pourrait gagner dans le partenariat avec le FPI. Nous, on a cru avoir écho qu'il y aurait des postes ou bien un poste ministériel au moins dans l'affaire, au cas où le président AFI aurait gagné dans le Moronou. Est-ce que ce n'est pas la pète du président AFI dans le Moronou? Enfin, pourquoi je parle de poste ministériel? C'est un peu, politiquement, c'est un peu plus juteux qu'un poste de conseil régional ou de mairie. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que avec le poste ou bien des postes ministériels, si le RHDP avait donné, peut-être que c'est là que le président AFI serait ravi, satisfait, parce que ça aurait pu bénéficier à tout le parti. Mais comme ce n'est pas venu, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle le président AFI voudrait dire que pour lui, l'objectif n'est pas atteint, plutôt que montrer son échec? Monsieur Lacroix, vous faites de la science-fiction? Non, ce n'est pas de la science-fiction. Oui, parce que moi, je ne peux pas vous dire, je ne suis même pas au courant de ça. D'accord. Je ne suis même pas au courant de ça. Je ne sais pas s'il a négocié des postes ministériels. Je ne suis vraiment pas au courant. Je ne pourrais pas vous répondre en toute objectivité. Moi, ce que je peux vous dire, et ce que j'ai sous la main, nous sommes allés dans le partenariat. Ils ont dit qu'on pouvait tisser des alliances dans les régions et les municipalités, si possible. À Yopougon, ça a été possible. À Bobo, ça a été possible. À Bongouanou, ça a été possible. Et dans bien d'autres régions. Là où ça a été possible, le FPI a eu des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. On fait le bilan, on s'en tient à cela. Maintenant, les autres aspects, ça ne dépend pas de moi. C'est un peu compliqué quand même. Non, ce n'est pas compliqué. Parce que si on fait une alliance et qu'on ne sait pas ce qu'on va gagner, mais ce qu'on va gagner là, on peut juger pour faire un bilan? Mais écoutez, vous avez dit dans votre alliance, dans votre partenariat, qu'on fait des alliances électorales si possible. On a fait les alliances électorales si possible. On a eu 137 conseillers municipaux. On a eu 57 conseillers régionaux. Mais c'est ça qui est le bilan de l'alliance si possible. Dans les autres régions où on n'a pas pu faire d'alliance, bon, il n'y a pas eu d'alliance, le RHDP a gagné, le FPI a perdu. Par exemple, on a perdu la mairie de Bongouanou. Voilà, on a perdu d'autres régions parce que les alliances n'ont pas été possibles. Mais faisons déjà le bilan. Et puis on en discute maintenant. Si... comme vous l'avez dit, d'abord, je n'aime pas l'expression juteux. Juteux par rapport à quoi? Moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique pour être milliardaire. Par rapport aux intérêts. Je suis avocat. Aux intérêts. Et puis, j'ai mes plantations de bananes.
Donc, si je veux gagner de l'argent, mais je n'ai qu'à aller faire l'agriculture. Et je suis avocat. Pourquoi on parle de poste de justice? Quand on parle de justice, c'est qu'on encourage les gens à la corruption. Le justice, c'est la corruption. Or, les textes du FPI sont clairs. Le FPI vit sur les ressources de ses militants. Les militants cotisent. Donc, il faut, je pense, dans la Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons créer, et c'est pour cela que je suis candidat à l'élection à la présidence du FPI, il nous faut tenir notre discours, un discours responsable, un discours fondé sur l'éthique, sur la vertu. Il faut un Ivoirien nouveau. Et ça, c'est une de mes grandes ambitions. Merci. Où il faut avoir le respect de la parole donnée. C'est cela. Merci, maître. Alors, nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste dans quelques instants pour la suite de cette émission avec maître Pierre Dagbo Godé, ex-vice-président du Front populaire ivoirien. La pub. Alors, de retour en plateau pour la seconde partie de cette émission. Aujourd'hui, nous analysons l'actualité sociopolitique ivoirienne avec maître Dagbo Godé, ex-vice-président du Front populaire ivoirien. Maître, le camp FPI a opté pour le divorce avec le RHDP et s'est plutôt rapproché du PPACI de Laurent Gbagbo. Est-ce que cette stratégie est-elle pour vous la bonne pour le FPI à un an de la présidentielle? Écoutez, c'est vous qui le dites. Hein. Pour l'instant, au niveau des instances du parti, il n'y a pas de rapprochement avec le PPACI. Nous sommes toujours sur le débat avec le RHDP et c'est ça qui est le point d'achoppement. Je pense que à un moment donné, le Congrès décidera. Voilà, parce que le Congrès aura lieu quoi qu'il arrive, avant les élections de 2025. Bien, bon, c'est vrai, formellement, il n'y a rien de concret. Parlant des rapprochements entre le PPACI et le FPI, mais sauf qu'on a vu quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce qui emmène à parler des rapprochements. Quand on sait que le président exécutif du PPACI s'est retrouvé chez le président Afi, pour parler effectivement de l'appel de Benoît. Et après ça, hier même, il y a eu une forte délégation encore chez le président Afi, des choses qu'on ne voyait pas. C'est pour cela qu'on parle de rapprochement. On sait que nous sommes dans une stratégie de drague, ou bien une stratégie de... Bon, je veux laisser le mot rapprochement, mais c'est de la drague, que soit le PPACI fait au FPI, ou bien que vice-versa. Mais c'est pour cela qu'on parle de rapprochement. Est-ce que ce rapprochement-là, c'est en vue de la présidentielle? Et si c'est le cas, c'est vrai, on va au Congrès, à la fin, on pourra décider. Mais pour l'instant, là, maintenant, comment vous pouvez commenter ça? Non, vous savez, nous, notre position est claire. Nous n'avons pas besoin d'un rapprochement de PPACI. Afi N'Guessan avait tracé les lignes. Et pour lui, le PPACI était la ligne rouge à ne pas franchir. On s'en tient à cela. Jusqu'à ce qu'il vienne lui-même nous expliquer pourquoi le nouveau rapprochement du PPACI. Sinon, à l'état actuel des choses, pour nous, ce sont des rencontres. Peut-être qu'il a changé de stratégie, qu'il a changé, mais ça n'engage que lui, ça n'engage pas le FPI. Hein, nous attendons toujours le bilan du partenariat avec le RHDP. Ce ne sont pas ces déclarations qu'il fait dans la presse qui sont représentatives des décisions du parti. Au FPI, les décisions se prennent par délibération. Article 7. Qu'on fasse le bilan et on va discuter de si il peut y avoir une discussion sur le rapport, le PPA, ça sera discuté et on délibérera. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par le rapprochement et le PPACI. Et c'est d'ailleurs ce que les gens du PPACI reprochaient à Afi. Quand le président français Hollande est arrivé en Côte d'Ivoire, il a été reçu seul par Hollande. Les autres n'ont jamais su ce qu'ils se sont dit. Et ça a créé, c'est ce qui a créé les divergences profondes entre Afi et ses camarades, alors qu'on a qualifié des Gors, les Gbagbo-ouriens. Mais c'est la même chose. Il a discuté avec Dano Diédié, seul. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Voilà. On n'est quand même pas dans une secte. Vous comprenez? Le besoin de transparence est très important. Vous voyez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui et au niveau national, tout le monde veut la paix, tout le monde veut la cohésion sociale, tout le monde veut la cohésion nationale. D'accord? Si on est d'accord là-dessus, on ne devrait pas s'offusquer qu'il y ait des rapprochements des partis politiques ivoiriens entre eux. Vous comprenez? Mais la politique, c'est un autre niveau. Donc, quand vous voulez poser des actes politiques, le minimum, surtout à ce niveau-là, le minimum, c'est que vous soyez au même niveau d'information avec vos camarades de parti.
Ce qui n'est pas le cas avec le président Pascal Affi-Guessa, et c'est ce que nous lui reprochons. Sinon, il est libre de se rapprocher le PPAC, mais le FPI avait déjà fixé les règles pour lesquelles on ne pouvait plus se rapprocher du PPAC. C'était une ligne rouge, et Affi aujourd'hui, la ligne rouge que lui-même il a tracée, il a franchie, bon, mais ça n'engage que lui, pas le parti. Alors parlons de la présidentielle de 2025. Elle se rapproche à grands pas et l'incertitude autour des candidats potentiels est palpable. Pensez-vous que le FPI présentera un candidat unique pour la présidentielle de 2025? Un candidat unique, je n'en sais rien, mais je pense que le Congrès décidera. Est-ce qu'il y aura une convention après le Congrès? Non, le Congrès décidera si on y va ou pas. Voilà, donc nous pensons que ce qui est sûr, Affi ne sera pas le bon cheval pour nous. Celui qui a perdu dans le Moronou peut être notre candidat à la présidentielle. Mais une élection, disons, locale est différente d'une élection présidentielle. Mais si vous ne pouvez pas gagner un niveau inférieur, comment vous pouvez gagner un niveau supérieur? Pascal Affi-Guessa a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des exemples d'un homme qui a perdu dans son village, chef de village, et puis il est devenu président de la République? Si vous avez un exemple, vous le dites. Hein. Comparaison n'est pas raison. Ah si, on est en politique. Hein. Voilà. Il a perdu dans le Moronou. Il a perdu le poids de conseil avec 10 000 voix d'écart. Il faut déjà qu'il gagne la présidentielle à Moronou. Si vous êtes élu président du FPI, seriez-vous d'accord pour être candidat du parti à la présidentielle? Au FPI, il y a suffisamment d'hommes. Et si le Congrès vous désigne alors? Si le Congrès me désigne, mais il n'a pas de au Congrès de donner les moyens pour que j'y aille. Avez-vous une fois gagné une élection en Côte d'Ivoire, locale? Mais la preuve, ma liste a gagné à Yopougon. Je suis 3e adjoint au maire. C'est ça la réalité. Évidemment, vous serez un bon candidat à la présidentielle. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, cela n'est pas à l'ordre du jour. Je vais venir à une question, c'est qu'au niveau de, vous avez dit relativement au partenariat avec le RHDP, question directe, vous considérez-vous comme un parti d'opposition ou bien au pouvoir? J'ai déjà répondu à cette question. Nous ne sommes pas dans l'opposition. On n'est pas dans l'opposition. Donc, tu ne peux pas être partenaire à quelqu'un et puis être opposé, donc tu fais des choses de son contraire. Selon votre position actuelle, oui? Vous ne devriez pas avoir de candidat en 2025? Toute chose étant égale par ailleurs, ça dépendra du Congrès. Bien. Parce que dans le partenariat que nous avons signé avec le RHDP, nulle part il n'a été dit qu'on est candidat ou on n'est pas candidat. Le Congrès décidera, mais pour l'instant, si on s'en tient à notre partenariat, et moi personnellement j'y tiens, nous ne sommes pas un parti d'opposition. Voilà, nous sommes partenaires du parti au pouvoir, donc nous essaierons de discuter le parti au pouvoir jusqu'où on peut aller dans ce partenariat. Quels seront selon vous les grands enjeux de cette élection présidentielle pour le FPI? Pour le FPI, j'avoue que personnellement, aujourd'hui, il faut d'abord consolider la paix en Côte d'Ivoire. Parce que les conséquences politiques et économiques de la paix sont supérieures aux conséquences de la guerre. C'est parce qu'il y a la paix que nous sommes en train de débattre ici. Il faut en tenir compte. Pour le FPI, d'abord, la consolidation de la paix au niveau national, la reconstruction de l'unité nationale qui a été un peu galvaudée après la crise post-électorale, qui a encore des stigmates. Donc, il serait important que... pour le FPI, c'est un enjeu important. Ensuite, il faut renforcer les acquis économiques. Aujourd'hui, les conséquences politiques de la paix, les conséquences économiques de la paix montrent que c'est dans la paix qu'on peut construire les infrastructures que vous voyez. Et il faut renforcer donc, à mon sens, la cohésion nationale, l'unité nationale, mais en même temps, il faut aussi prendre en compte l'environnement international, surtout sous-régional. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue que la crise qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina Faso, etc., risque d'avoir des impacts sur notre pays. Donc les Ivoiriens doivent à un moment donné faire bloc autour des autorités de leur pays pour pouvoir faire face à toutes sortes d'adversités. Pour nous, l'élection présidentielle, ce sera vraiment l'occasion du renforcement de l'unité nationale, l'occasion de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, et puis l'occasion de débattre des grands enjeux de notre temps, la question de la jeunesse, la question des femmes, la question de l'emploi, etc. Les enjeux sont vraiment importants. Bien, la candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo reste un sujet sensible. Quelle est votre position sur son éventuelle participation à la présidentielle de 2025? Rien. Il ferait un bon candidat? Rien, je n'ai rien à dire là-dessus, ça ne m'intéresse pas. C'est quand même la Côte d'Ivoire. Oui, mais moi, je dis que sa candidature ne m'intéresse pas.
voilà, je n'ai rien à dire sur les candidats ou pas. Moi, je veux une Côte d'Ivoire, j'ai une autre vision de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo n'est pas dans cette vision que vous avez pour la Côte d'Ivoire? Pas la mienne. Pas la mienne. Vous étiez quand même... non, vous aimez toujours... Non, ne vais pas sur le passé. Parlons du présent, de l'avenir. Non, ce n'est pas utile. Il est bien qu'il soit candidat peut-être du PPAC, mais ce n'est pas ma vision. Bon, le fait de dire que s'il est bien, c'est déjà un avis. Voilà, mais ce n'est pas ma vision. Non, mais parce qu'il est un parti politique, c'est normal que son parti le présente, mais ce n'est pas ma vision. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur sa candidature ou pas. Et celle du président Alassane Ouattara? Bon, ça c'est les RHDP. Candidat naturel du RHDP? Non, ça c'est les RHDP. Avec qui vous souhaitez continuer votre partenariat? C'est les RHDP qui décidera. Voilà, c'est le RHDP qui décidera de qui sera son candidat. Mais est-ce que vous estimez qu'il serait bon qu'il continue pour un dernier mandat? Moi, je ne juge pas. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Si le RHDP considère que le président Alassane Ouattara est bon pour être son candidat en 2025, bon, ce sera le choix du RHDP. C'est la même manière que vous posez la question sur Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je dis que je ne me prononce pas là-dessus. Si le PPAC estime que c'est Gbagbo son meilleur cheval, bon, on prend acte. Si le COJEP estime que Blé Goudé est son meilleur cheval, on prend acte. Les MJC, Simon, on prend acte. Merci Gaël. La dernière question sur ce point, voilà, allez-y. Vu que, parlons toujours de présidentiel, vu qu'aujourd'hui vous avez une opposition claire vis-à-vis du président Afi, est-ce que vous ne pensiez pas que certains ont accusé le FPI d'être une enveloppe vide? Donc cette opposition aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle puisse affaiblir le FPI avant la présidentielle? Vous aimez les mots traditionnels. Et moi, j'ai fait enveloppe vide. Ça veut dire quoi en politique? Ça veut rien dire. Non, ça, c'est des africaneries. C'est des africaneries. Non, c'est des africaneries. Faisons la politique. D'accord. Et faisons la politique et utilisons tous les paradigmes qui nous permettent de faire progresser notre pays. Parce que si nous rentrons dans les proverbes africains, quand on parle de... Ce n'est pas mauvais les proverbes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la modernité. Parlons des choses qui peuvent nous faire avancer. La question d'enveloppe, mais nous, on existe. Est-ce que nous, on représente des enveloppes? Le pays est un parti politique. Donc, je n'aime pas trop ce genre de métaphore. Moi, j'aime la rationalité du débat. J'aime qu'on utilise les mots sur lesquels on peut discuter. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que je ne veux pas parler de cette candidature. Vous savez que finalement, la métaphore est restée dans le subconscient. Oui, mais ça, c'est... Oui, c'est resté dans le subconscient. Quand l'Ivoirien lambda entend que ce même FPI-là, il y a une opposition dans ce même FPI, est-ce que, je reviens à la question, est-ce que ça ne vous rend pas faible? C'est le problème que j'ai avec beaucoup de mes interlocuteurs. C'est ça. On sous-estime les Ivoiriens, on sous-estime les capacités de comprendre. On dit l'Ivoirien lambda, c'est comme si l'Ivoirien ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Non, faites confiance aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sauront choisir le meilleur des Ivoiriens pour les diriger en 2025. Que l'enveloppe soit vide ou pleine, les Ivoiriens choisiront en 2025 le meilleur des Ivoiriens pour les diriger. Moi, je pense que ça me suffit. Bien, parlons maintenant de la réforme de la Commission électorale indépendante CEI, un sujet central pour garantir la transparence des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Maître, quelle est votre position sur la réforme de la CEI qui est régulièrement critiquée pour un manque d'impartialité? Oui, c'est le grand débat qu'on a en Côte d'Ivoire. À Yopougon, là, quand EDS a gagné les législatives, ce n'est pas la CEI qui a organisé. Kafala était député sortant, non? Ils ont organisé, puis ils ont gagné. Ce n'était pas transparent. Non, je veux comprendre. Parce que c'est ça le débat. Ça dit que si on reste... Et c'est là que... Ce qui est mon débat avec Afi Nguessan. Il a perdu dans le Moronou, dont le partenariat n'est pas bon. Quand l'opposition gagne une élection, la CEI a bien fait son travail. Quand l'opposition perd, la CEI n'est pas indépendante. Voilà pourquoi je dis que je ne rentre pas dans ce débat. Je vais vous dire pourquoi. La CEI n'a pas été créée par le RHDP. Ça, on le sait. Ça, vous le savez. Tous les partis politiques qui critiquent la CEI ont un représentant à la CEI. Ça, vous ne le savez pas? On le sait. Mais donc, pourquoi il y a débat? Donc, les gens, ils ne font pas leur boulot, alors. Le PPAC est représenté d'Emba Traoré. Le FPI est représenté avec Alain Dogou. Alain Dogou qui est là-bas. Le PDCI a un représentant. La société civile a un représentant. Mais alors, si vous estimez que la CEI
telle qu'elle est composée, n'est pas crédible, démissionnez. Au moins, vous viendrez faire des conférences pour nous expliquer pourquoi vous avez démissionné. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la CEI? Mais vous ne pouvez pas être à l'intérieur de la CEI et puis tous les jours nous parler de la CEI n'est pas transparente. Mais le PPAC n'a pas gagné, comment dirais-je, à Tabou. Ils ont bien gagné à Tabou, la mairie de Tabou. Et c'est Assalé Timoko, un de vos confrères, Atia Salé. On a fait les élections, on dit la CEI a invalidé les élections. On a repris les élections, mais il a gagné. Donc, moi, je pense que la démocratie est un processus, et un long processus. Je ne dis pas que la CEI est parfaite. Il peut avoir mais vous ne reprochez rien à la CEI? Moi, personnellement, les victoires que j'ai vues des partis de l'opposition se sont gagnées sur le terrain. Il faut que les partis politiques qui veulent aspirer au pouvoir mobilisent leurs militants sur le terrain pour aller se faire élire. Sinon, on va continuer. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur. On a dit que le ministère de l'Intérieur était sous les ordres du ministre, etc. On a tenté une commission électorale. Aujourd'hui encore, on dit non, la commission électorale n'est pas indépendante. Donc peut-être qu'on va amener Dieu pour organiser les élections en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il y a des hommes et des femmes rationnels dans ce pays et que le PDCI a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale où les députés ont gagné les élections avec cette même CEI. Donc, il faut sortir... Mais vous êtes d'accord que la CEI actuelle n'est pas parfaite? Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, quel changement spécifique demandez-vous pour que la CEI soit plus représentative et équitable? Moi, je ne demande rien. Pour moi, elle me satisfait. Qu'elle continue comme ça? Oui, moi, elle me satisfait. Pour l'instant? Oui, pour l'instant, elle me satisfait. Elle me satisfait. À propos de la période des inscriptions sur la liste électorale, certains partis politiques de l'opposition disent que le temps est très court. Moins de 30 jours. Voilà. Oui, mais ça se discute. Ça se discute, on ne va pas en faire un problème. Ça se discute. Et je pense que si ça se discute correctement, il n'y a pas de raison que... Ça a été déjà lancé, voilà. 3 semaines déjà. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont qu'à discuter une prolongation des délais. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi je pense. Alors que répondez-vous à ces Ivoiriens qui affirment parfois que des élections sans réforme de la CEI pourraient aboutir à une crise politique en Côte d'Ivoire? Moi, je suis toujours dans la pensée positive. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau que nous devons renforcer. On a des acquis que nous devons renforcer. Une crise politique, bon, comme c'est... je n'y crois pas. Voilà, je pense que nos institutions se sont suffisamment renforcées. Il faut les améliorer. Il y a des choses, je ne dis pas que tout est parfait dans le pays, il y a des choses à améliorer. Écoutez, prenez un pays comme le Nigeria. Le Nigeria, c'est près de 200 millions d'habitants. Mais chaque fois qu'ils ont fait une élection, quand l'élection est finie, on a donné les résultats, ils sont passés à autre chose. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on apprenne en Côte d'Ivoire, on apprenne à reconnaître les victoires, les défaites, et puis qu'on va à nos occupations. Il ne faut pas faire de la politique. La politique dans un pays, dans la politique en interne, la politique repose sur ce que Aristote appelait l'amitié politique. L'amitié politique, ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on est quand même d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'unité nationale, c'est le développement économique et social du pays. Or, en Côte d'Ivoire, on veut faire de la politique un combat des gladiateurs. Le combat des gladiateurs, c'est dans les relations internationales. Mais ici, on est dans les relations nationales. Hein? Donc, parler de crise politique, les gens, ils veulent effrayer peut-être la population. Et chaque fois qu'on approche des élections en Côte d'Ivoire, automatiquement, il y a des noms. C'est vrai que la démocratie soulève des passions, mais il appartient aux hommes politiques de savoir juguler ses passions. Moi, personnellement, c'est ma manière de voir les choses. Besoin de votre avis sur la plateforme dirigée par l'ex-première dame Simone Yvette Gbagbo, qui a réuni les partis d'opposition pour réclamer une réforme du système électoral ivoirien. On n'a pas vu le FPI, sauf erreur de ma part, signer la déclaration de Benoît. Comment vous réagissez? Moi, je pense que ça rentre dans les activités normales d'un parti politique. Voilà, on verra ce que ça va donner. Voilà, on verra bien. Sinon, bon, je pense que c'est normal. C'est une activité courante de partis politiques de se coaliser ou de se décoaliser. Voilà, c'est tout. Une chose est sûre, au niveau de la commission électorale, ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Depuis même pendant que le président Gbagbo était président de la République,
ça a toujours fonctionné de la même manière qu'aujourd'hui les partis politiques sont au sein de la CEI avec la société civile et puis les représentants du parti au pouvoir. Ce que les partis politiques de l'opposition aujourd'hui reprochent, ils disent que cette CEI-là n'est pas indépendante. Si on va aller sur la définition même du vocable, le fait, moi, à mon sens, le fait qu'il y ait des partis pris à l'intérieur de cette CEI-là, vous avez même cité les représentants de chaque parti de l'opposition, ils disent qu'ils ne sont pas en nombre, comment on appelle, ils ne sont pas en nombre suffisant face au nombre de ceux qui représentent le président de la République. Donc, il y a un déséquilibre à ce niveau. Deuxième élément aussi, ils parlent du financement de la CEI. Ils disent que de façon financière, la CEI n'est pas indépendante. Donc, ils souhaiteraient une CEI indépendante. Moi, je pense que dans les discussions, il y a des propositions qui disent que, effectivement, vous avez dit tout à l'heure, s'ils ne sont pas d'accord, il faut que les différents y retirent leurs représentants. Est-ce que le mieux pour nous ne serait pas d'avoir une CEI financièrement indépendante et puis, à côté de cela aussi, qu'on retire tous les politiques de la CEI? Est-ce que ça ne peut pas être une solution pour mettre tout le monde d'accord? C'est une option. C'est une option, on ne peut pas... Vous serez d'accord avec? Non, bah, pourquoi vous voulez que je sois d'accord avec vous? J'ai dit c'est une option. Mais moi, j'ai un autre schéma. D'accord, on peut savoir le schéma. Je peux vous proposer un autre schéma. Allez-y, proposez. Par exemple, dire qu'il faut nommer un imam président de la CEI pour 60 ans. Et que la CEI soit composée que des hommes religieux, pas d'hommes politiques. Je peux vous proposer ce schéma. À ce rythme-là, on ne s'en sortira pas. Et chacun pourra encore dire que non, lui préfère que la société soit dirigée par les femmes. Parce qu'elles sont moins corruptibles. Et puis on va continuer comme ça. Non, non. Je pense qu'il faut que les gens apprennent à se faire confiance. D'accord? D'abord, le financement de la CEI. Le financement ne peut venir que de l'État. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais c'est la qualité des hommes. Ça dit que les hommes qu'on a choisis pour organiser nos élections, c'est à eux d'être indépendants. L'indépendance ne se donne pas. Vous comprenez? On vous a nommé là pour faire un travail. Mais faites-le, et faites-le bien. Vous pensez que le président actuel de la CEI fait bien son travail? Je ne le juge pas. Non, c'est une question. Est-ce que vous estimez que c'est bien son travail? Oui, je pense qu'il fait bien son travail. Pour la simple raison que j'ai vu les élections à Tia-Salé. Il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup d'écrits. Mais Assalé Temoko a gagné. J'ai vu les élections à Tabou. À Tabou, le PPAC a gagné. À Yopougon, j'ai vu les élections législatives à Yopougon. Mais EDS a gagné. Ça veut dire que si l'opposition, en réalité, la victoire électorale dépend de la capacité du parti à mobiliser ses militants. C'est ça qui est l'enjeu. Bien. Alors, dernière question pour terminer cette phase de l'émission. Professeur, quel message souhaitez-vous adresser aux militants de votre parti, le Front populaire ivoirien, et aux électeurs ivoiriens qui suivent cette émission en cette période cruciale à 1 an de la présidentielle de 2025 qui est très attendue? D'abord, pour les militants du FPI, qu'ils comprennent une chose, le temps du renforcement de notre parti est arrivé. Il nous faut sortir de l'immobilisme. Il faut que le FPI soit un parti conquérant, un parti capable de mobiliser sur toute l'étendue du territoire. Pour moi, c'est important. Il faut que le FPI soit un parti cohérent. Et c'est la recherche de cette cohérence, la construction de cette cohérence que je veux porter avec ma candidature. Ça, c'est 2. Je m'adressais aux militants du FPI, mais aux Ivoiriens. La politique peut se faire sans violence et sans injure. Je pense qu'on peut construire la démocratie dans cet esprit-là, sans injure, sans violence, et de toujours mettre au premier plan l'intérêt national. Je pense que si, je l'ai vu dans d'autres pays, comme le Ghana, qui est proche de nous, où la question de la violence et des injures hors des élections est portée par l'ensemble des populations. Les imams, les religieux, la société civile, etc. Et ça a toujours donné des transitions pacifiques au Ghana. Nous pouvons nous en inspirer. Ça, c'est le message que je veux lancer à mes compatriotes et de croire à la Côte d'Ivoire, à notre capacité de résilience et à notre force d'unité
Je pense que c'est cela l'avenir et rien d'autre. Bien. Alors, dans cette émission, nous avons des rubriques. Le carton rouge, c'est une rubrique dans laquelle vous aurez l'occasion de faire un coup de gueule sur un sujet d'actualité de votre choix. Et Gaël Lacroix aura l'occasion de rebondir. Pareil pour lui également. Et puis, il y a une dernière rubrique aussi, le chiffre du jour, qui met à l'honneur un chiffre en rapport avec l'actualité nationale. Tout de suite, le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Maître Dagbo Godé, carton rouge. Oui, mon carton rouge, c'est contre la société chargée de la gestion du patrimoine de l'État. Voilà, je voulais parler de l'immeuble de la Pyramide. L'immeuble de la Pyramide, c'est un immeuble qui a marqué notre jeunesse. Quand je me rappelle encore l'inauguration de cet immeuble, à l'époque, je crois que cet immeuble a été construit, a été dessiné par le président de l'ordre des architectes de l'époque, M. About. Son nom est toujours resté en tête, paix à son âme aujourd'hui. Et c'est un immeuble qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et le président Oufoué aimait bien parler de la pyramide. C'est-à-dire la pyramide, c'était un peu le côté pharaon de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une inspiration des pyramides de l'Égypte antique. Et quand je vois aujourd'hui ce bâtiment dans cet état de dégradation très avancé, tous les matins, quand je passe au plateau, franchement, ça me rend malade. Je voudrais donc interpeller la direction chargée de la gestion du patrimoine de l'État ou même le gouverneur du district d'Abidjan de penser à la réhabilitation, sinon à la rénovation de cet immeuble qui a fait la fierté de notre pays, de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ce n'est pas un beau spectacle de voir ces bâtiments dans cet état quand on rentre au plateau. Bien. Gaël Lacroix, réaction sur ce carton rouge? Cela il va de la sauvegarde des édifices et puis des acquis de la Côte d'Ivoire. Effectivement, comme Maître l'a dit, la pyramide, c'est un élément qui a été, je vais dire, un peu la fierté de la Côte d'Ivoire dans le temps et qui est toujours la fierté de la Côte d'Ivoire. Si vous remarquez, quand on passe même, on voit qu'il y a des artistes qui sont allés quand même essayer de donner vie d'une certaine manière en attendant que les autorités se décident à remettre vraiment, à ressusciter l'immeuble. Je pense que même ça peut servir encore à l'État de Côte d'Ivoire. Laisser l'immeuble comme ça, bon, moi, ça m'amène à m'interroger. Est-ce que ce n'est pas en attente d'un autre projet ou bien en attente parce que peut-être soit quelqu'un d'autre doit venir prendre ou bien peut-être l'État, la question va rester posée. Voilà, sinon, il faudrait que effectivement les autorités s'y penchent pour que cet immeuble-là reprenne vie. Maintenant, à vous de faire votre carton rouge. Carton rouge, il va être en tout cas très rouge parce qu'il s'agit d'enlèvement à Abidjan. J'ai vu que le ministre de l'Intérieur dernièrement a même fait un plan contre les enlèvements d'enfants et même d'adultes. Mais l'enlèvement dont je parle ici, c'est au niveau des forces de l'ordre. On a appris qu'un responsable du PPACI a été enlevé chez lui à la maison par des hommes encagoulés, selon les témoignages. Après cela, quelques jours après, il a été retrouvé à la préfecture de police. Aujourd'hui, il y a des chefs d'accusation. Il a été placé sous mandat de dépôt et tout. Ce que je voudrais dénoncer ici, sous le regard de Maître, c'est qu'un citoyen, quand on lui reproche quelque chose, je pense qu'il faut suivre la procédure normale. Venir comme ça, des personnes encagoulées chez quelqu'un, le prendre, on oublie la famille, les enfants et tout ça, ça peut créer un traumatisme. La personne peut être coupable ou innocente, peu importe, mais il faut trouver les moyens de façon civilisée parce qu'on est en 2024 aujourd'hui. Ce genre de comportement expéditif, il faut que ça reste derrière nous parce que je sais que le président Ouattara montre l'image d'une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire où la liberté d'expression est prônée, où à l'image des grandes démocraties. À mon sens, dans les grandes démocraties, on n'enlève pas les gens. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas la première fois, c'est tout le temps fait, c'est tout le temps fait. Il faut qu'on dénonce pour que ça change. Bien, Maître, réaction sur ce carton rouge? Oui, je n'avais pas l'information, mais si ça s'est passé de cette manière, mais je suis d'accord avec vous. Je partage tous les propos que vous avez dit sur cette affaire. On est dans un état de droit
tout citoyen bénéficie de la présomption d'innocence. Et le monsieur Rodel, dont vous parlez d'un peu inconnu en Côte d'Ivoire, je crois qu'il a été ministre sous le régime du président Gbagbo. Je pense que, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il aurait fallu lui envoyer une simple convocation, il aurait répondu à la convocation. En tout cas, je suis d'avis avec vous qu'il ne faut pas que ce genre de choses se répètent dans notre pays. C'est l'heure de la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 625 millions. Je dirais francs CFA. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai lu dans la presse que c'est un scandale qui s'est passé à la Sodexam. Je crois, on a accuse des agents de la Sodexam d'avoir détourné cette manne financière. Bon, je n'en connais pas tout le contour, mais voilà. Effectivement, plusieurs agents de la direction des finances et de la comptabilité de la Sodexam soupçonnés de détournement de fonds sur la base d'irrégularités dans les comptes comptables ont été mis aux arrêts le lundi 30 septembre 2024 après avoir avoué les faits. Le préjudice de ces opérations frauduleuses incluant des faux et usage de faux a été évalué à 625 millions de francs CFA. Comment réagissez-vous face à ces chiffres-là? Écoutez, d'abord la somme est énorme. Voilà, la somme est énorme. Et en même temps, il faut laisser la justice faire son travail. Je n'en dirai pas plus. Gaël Lacroix? 625 millions de nos francs en ces temps de vie chère. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Comme on le dit, on dit qu'ils auraient, je dis, au conditionnel, comme on appelle, ils auraient avoué. Bon, souvent aussi, c'est dans certaines conditions. Effectivement, comme le dossier en justice, il faut force à la loi. Il faut que le procès aille jusqu'au bout et que s'ils sont coupables, que les dispositions soient prises. Voilà. Vous voyez, par exemple, dans ce sens-là, ils ne sont pas allés les prendre chez eux à la maison encagoulés. Bien, est-ce que cela soulèverait pour vous la question de l'éthique dans notre administration publique? C'est le grand débat, c'est ce que je vous disais tantôt, que dans la Côte d'Ivoire, qui est en train de se mettre en place, avec l'aide des médias, avec l'aide de la société civile, avec le concours des enseignants partout, nous devons développer la culture de l'éthique et de la vertu dans la gestion des affaires publiques. Il nous faut rompre avec tous ces vieux comportements de fraude, de corruption. On ne construit pas un grand pays, une grande nation sur la base de la fraude, de la corruption, du détournement de fonds. Une grande nation se construit sur les valeurs de l'éthique, de la vertu et de la responsabilité. Je pense qu'on devait aller dans ce sens désormais. Bien, Gaël Lacroix, et cette fois-ci, ce ne sont pas des dirigeants qui sont en tout cas cités, c'est bien sûr des administrés. Comment vous réagissez aussi? Si, ce sont des administrés, mais déjà, moi je veux féliciter le DG, c'est M. Moulot, oui, maire de Grand Bassam, qui lui-même a remarqué ces mouvements-là, cette fraude-là, et qui a diligenté l'enquête pour que les agents soient pris. Donc, c'est ça aussi qu'il faut encourager dans l'administration. Ce n'est pas tout le temps que les DG doivent tomber. Si eux-mêmes, effectivement, ils sont épris d'éthique et de morale et de certaines valeurs, effectivement, c'est à eux qu'il appartient de pouvoir faire sortir, de pouvoir faire régner la lumière. Parce que le risque, c'est que si lui-même, il n'avait pas fait que la lumière sorte aujourd'hui, qu'aujourd'hui les gens soient interpellés, qu'ils soient en justice pour qu'on voit clair dans cette affaire, si ça venait d'ailleurs, c'est lui, le DG, qui aurait pris la responsabilité, qui aurait pris les pots cassés. Donc, il faut encourager la plupart de nos responsables à veiller au grain. Parce qu'il y en a souvent qui dirigent les entreprises, qui dirigent les sociétés, mais qui ne veillent pas à tout ça. Qui souvent, les choses tombent, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, voilà ce que je peux dire à ce... Merci Gaël Lacroix, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci à vous, Maître Pierre Dagbo-Godet. Je rappelle que vous êtes l'ex-vice-président du Front populaire ivoirien, enseignant-chercheur et avocat. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. On espère vous revoir très prochainement pour d'autres sujets d'actualité, bien sûr avec l'évolution de l'actualité au sein du FPI.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission dans laquelle nous avions parlé du FPI avec Maître Dagbo Godé, qui est l'ex-vice-président du FPI, adversaire à Pascal Affi-N'Guessan. Et nous avons bien sûr décrypté l'actualité sociopolitique ivoirienne. Et nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 20h15 pour le dernier numéro de la semaine. Rediffusion de cette émission à retrouver demain également à partir de 10h15 sur les antennes de Reflet TV. Et cette émission est à retrouver aussi sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Rassemblement et Reflet TV, pardon, et notre site internet www.reflet.tv. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et ce que vous aimez. Bonsoir.